coup, bonjour à toutes et à tous. Et puis bravo du coup pour cette première action, parce que rien que le fait de venir ici, c'est un vrai passage à l'action. Alors moi, je m'appelle Alexa Simonin, je suis la fondatrice de l'entreprise, la start-up Bonagive. Et donc on va passer un moment ensemble ce soir pour parler économie circulaire. Et le sujet de ce soir, donc, ça va vraiment être agir pour la transition environnementale dans son quotidien de salarié. Mon ambition, en fait, c'est que vous repartiez, du coup, toutes et tous, ce soir, en passant la porte de l'amphi, avec au moins en tête une action, en fait, qui vous fasse envie, que vous ayez envie, du coup, de lancer, dans votre organisation, dans votre entreprise, dès la semaine prochaine. Et je le redirai à la fin, l'économie circulaire, au final, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit. Je suis vraiment convaincue qu'aujourd'hui, on a un potentiel incroyable, en fait, pour vraiment agir encore plus pour la transition environnementale sur son lieu de travail. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, l'économie circulaire. Alors, la conférence de ce soir, elle va s'articuler en 4 temps. Là, vous en voyez 3. Le premier, ça va être un peu de théorie qui va vous permettre de comprendre en fait ce qu'est l'économie circulaire versus l'économie linéaire. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple, en tout cas simple à comprendre avec des images que je vais vous partager après qui m'ont marqué personnellement et j'espère qu'ils vont vous amuser. Après, on passera à la partie pratique. Donc là, l'idée vraiment de ce soir, c'est de vous amener finalement plein de leviers d'action, d'idées pour passer à l'action que j'ai soit moi-même expérimenté, que j'ai vu soit en tant que salarié quand je travaillais chez Volvo, ou alors aujourd'hui aussi dans mon rôle de dirigeante du start-up petite entreprise. Donc on peut faire plein de choses à son niveau. Et puis aussi plein de retours d'expérience des clients avec qui je travaille et voilà, mon entourage proche. Donc l'idée, c'est de vous partager tous ces leviers d'action. Donc ça sera la partie pratique qui sera finalement le cœur de cette conférence. Alors, l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce que je vous disais juste avant, c'est que moi, il y a 2 chiffres qui m'ont tout particulièrement interpellée quand j'ai commencé à creuser ce sujet de l'économie circulaire, qu'on retrouve sur le site de l'ADEME. Donc après, vous aurez toutes les sources et tous les liens. Ça, c'est un hippopotame. Alors, je pense que c'est un papa hippopotame. Je ne sais pas, je ne suis pas allée vérifier, mais bon, je pense. Vous allez vous demander, du coup, pourquoi je vous parle d'hippopotame alors qu'on parle d'économie circulaire, mais vous allez vite comprendre. Est-ce que vous connaissez le poids d'un hippopotame ? 1,5 tonne, 2 tonnes. Je vais vous aider un peu, j'ai mis 3 possibilités. Donc 500 kg, 1,5 tonne, 2,5 tonnes. Et pour vous aider, avant de vous donner la réponse, en fait, le poids d'un hippopotame, ça correspond au poids total de tous les objets accumulés qu'on a chez nous en moyenne. Donc, c'est-à-dire que ça va être tous vos téléviseurs, équipements sportifs, l'électroménager, les habits, les jeux d'enfants. Donc, pas les voitures, mais finalement tout le reste. Tous les objets qu'on a accumulés chez nous, c'est en équivalent, du coup, le poids d'un hippopotame. Donc le poids d'un hippopotame, c'est 2,5 tonnes. Mais le chiffre, en fait, qui est le plus marquant, et c'est vraiment celui-là aussi que je voudrais que vous reteniez, c'est celui-là. En fait, c'est le poids caché de tous les objets accumulés chez nous, qui est de 18 hippopotames. Du coup, 18 hippopotames, ça fait 45 tonnes. Alors, qu'est-ce que c'est le poids caché ? C'est vraiment le poids de l'ensemble des matières qu'il a fallu pour extraire, exploiter, alors j'ai ma petite définition, transporter pour fabriquer les objets. Donc, ça va être, par exemple, si on a besoin de minéraux, de fer, de cuivre, en fait, ça va être toute la matière, finalement, qu'on a été obligé de bouger et de transporter. Ça va être, s'il faut transporter des produits chimiques, s'il faut utiliser typiquement des combustibles fossiles pour alimenter des centrales à charbon, peu importe. Donc ça, c'est vraiment énorme et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête parce que ce poids, là on le voit, en vrai on a 2,5 tonnes chez nous, mais toute la matière qui a fallu bouger, au final, c'est 18 hippopotames, 45 tonnes. Et j'ai trouvé que c'était un chiffre qui était bien à partager du coup pour vraiment comprendre pourquoi aujourd'hui ce système qu'on appelle système linéaire,
c'est le système dans lequel on vit aujourd'hui, en tout cas notre mode de consommation. Pourquoi on arrive à ces limites et pourquoi du coup on parle de plus en plus d'économie circulaire. Donc le modèle linéaire, là vous le voyez affiché, en fait il est très simple, c'est-à-dire qu'on va extraire. Donc là, la conséquence principale, c'est qu'on épuise les ressources naturelles. On en parle beaucoup aujourd'hui. On commence à manquer de matières premières, notamment pour les métaux rares. Après, on fabrique, on distribue. Là, les principaux impacts, ça va être tout ce qui est pollution et émissions de gaz à effet de serre. Donc pareil, si vous n'avez pas entendu parler du changement climatique, c'est que vous vivez sur une autre planète. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en avez déjà entendu parler, que vous êtes conscient qu'il y a quand même un souci aujourd'hui. Donc cette phase de fabrication-distribution, elle est très émettrice de pollution diverses et variées, émissions de gaz à effet de serre, et aussi tout ce qui est pollution impacte sur la biodiversité. Rejet de produits chimiques, toxiques, etc. Après, on a cette phase de consommation, donc quand le produit il arrive chez nous, ce qui se passe, alors si je compare pareil, je prends souvent référence à mes grands-parents et la manière dont ils vivaient, c'est qu'aujourd'hui on utilise les produits ils ont une durée de vie de plus en plus courte et généralement quand il est cassé, on le met à la poubelle et puis on en rachète un nouveau. Et après, ça arrive en fin de vie et aujourd'hui, on se retrouve au niveau mondial dans une situation où il y a trop de déchets à traiter. C'est-à-dire que des pays comme la France et plein d'autres pays, on va dire, de l'Union européenne et des US, envoient en fait leurs déchets dans des pays, la Chine ou l'Indonésie, qui aujourd'hui, de toute façon, ferment leurs frontières pour recevoir les déchets. Donc on se retrouve avec une montagne de déchets à recycler. En fait, on ne sait plus quoi en faire. Donc il y a trop de déchets à traiter. Donc ça, c'est le modèle aujourd'hui, en fait, qui est, on va dire, notre norme, la façon dont on vit aujourd'hui et dont on consomme aujourd'hui. Donc c'est ce modèle linéaire. Et pour vous donner alors quelques chiffres, alors je ne sais pas si peut-être vous les connaissez ou pas, si aujourd'hui, combien nous faudrait-il de planètes pour vivre, si tout le monde vivait comme des Français, combien nous faudrait-il de planètes pour ne pas épuiser du coup notre planète? Qu'aujourd'hui, si tout le monde vivait comme nous, Français, il nous faudrait 2,7 planètes du coup, pour avoir quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire qu'on va ne pas trop extraire de manière. En tout cas, tout ce qu'on va extraire comme matière et générer comme pollution, la Terre va réussir à la réabsorber. J'ai cherché les chiffres pour ne pas dire de bêtises avant de venir. Pour les Américains, c'est 5 planètes. Et j'ai cherché pour le Qatar, parce que c'est bientôt la Coupe du Monde, là on en parle de plus en plus, c'est 6. Donc je pense que c'est un des pays les plus consommateurs, en tout cas énergivores. On voit là de manière quand même assez simple que notre modèle aujourd'hui de consommation, il arrive quand même à ses limites, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de plus en plus d'économie circulaire, et il est souvent présenté comme un modèle vertueux, parce que voilà, on va... Alors, là, c'est une infographie que j'ai reprise sur le site de l'ADEME. Pareil, vous aurez toutes les références après, mais je l'aime bien, cette infographie, parce qu'elle est très visuelle et très parlante. La principale différence entre l'économie circulaire et l'économie linéaire, c'est qu'on ne va plus parler de déchets, mais en fait, on va parler de ressources. C'est-à-dire que quelque part, le mot déchet, on va le bannir et on va à chaque fois voir un déchet comme une ressource. Donc, quand on arrive à la fin, il n'y a plus rien qui va partir à la déchetterie ou autre. En fait, tout revient au départ. Et une des différences aussi, c'est que l'idée, c'est de ne plus extraire de matières premières. Donc, on va dire l'idée ultime, c'est d'avoir un cercle fermé. C'est-à-dire qu'on ne va plus chercher de matières premières et on ne va plus faire de déchets. Donc, l'idée, à chaque fois, c'est une fois qu'on arrive à la fin de la boucle, donc fabrication, distribution, consommation, tri, on repart en arrière. Donc, si on prend les biens de consommation et d'équipement, la première petite boucle, c'est la boucle réparation. Donc quand on a quelque chose de cassé, un grille-pain, une machine à laver, une voiture, on peut dire aussi, on la fait réparer. Donc on ne rachète plus un produit neuf, on va le réparer et hop, on repart dans cette boucle consommation. Donc ça, réparer quelque chose, en fait, c'est un des piliers de l'économie circulaire. Après, il y a toute cette partie, quand on a des objets en bon état, on peut faire du réemploi. Donc on va les revendre, on va les donner dans des recycleries, peu importe. Mais l'idée, c'est que pareil, ces objets en fait, qui sont bons à être utilisés,
eh ben, ils vont repartir. Donc on repart la boucle et on repart dans le circuit distribution, consommation, hop, et on va à la fin. Après, si on prend tout au-dessus, tout ce qui est objet usagé, emballage, papier et verre, il y a la partie refabrication, pièces détachées. Donc typiquement une voiture, si elle ne peut plus rouler, parce que j'en sais rien, n'importe quoi, le moteur il ne marche plus, peut-être qu'on peut récupérer, je ne sais pas, des pièces diverses et variées, les sièges. Donc l'idée, c'est de récupérer du coup sur ces objets qui seraient partis finalement à la casse ou à la déchetterie, tout ce qui peut être bon encore en pièces détachées pour les réutiliser. Donc pareil, ça c'est un des piliers de l'économie circulaire. Donc on récupère les pièces détachées pour les remettre dans le circuit. Donc là on repart, pareil, distribution, consommation, tri. Et la dernière, ce qu'on voit tout au-dessus, ça va être la partie recyclage des matières premières. C'est typiquement, je ne sais pas, tout ce qu'on met, le verre, le papier. Donc on prend ces matières premières et du coup l'idée c'est toujours pareil, c'est de ne pas aller les rechercher dans le sol. On les réutilise et hop, pareil, on refait la boucle. Enfin on refait tout droit. Et dessous, donc c'est tout ce qui est produits alimentaires. Donc on a la partie biodéchets, on va pouvoir faire ce qu'on appelle la méthanisation, donc du biogaz qui va faire de l'énergie. Et on va faire du compostage pour typiquement de l'engrais, en tout cas réalimenter les sols. Donc l'économie circulaire, en fait, c'est vraiment ça. Il faut vraiment le voir comme quelque chose qui boucle, en fait. C'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire. Et puis à l'intérieur de cette boucle, en fait, il y a plein de petites boucles possibles et plein de moyens d'agir. Et j'aime bien dire que, alors vous l'avez sûrement entendu aussi, Lavoisier, donc, qui était un chimiste, disait « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et c'est vraiment cet état d'esprit de l'économie circulaire. Alors maintenant, on va passer du coup à la partie pratique. Donc comment agir au travail. Alors j'ai commencé par un sujet qui peut sembler un peu facile, je dirais. Ça va être le papier et notamment limiter le gaspillage. Alors j'ai un chiffre, du coup pareil, que je trouve quand même assez marquant. 25% des impressions finissent à la poubelle 5 minutes après avoir été imprimées. Même si on fait attention, souvent on imprime et après on se dit oh mince, du coup on n'en a pas besoin. Donc voilà. Donc je me suis dit que c'était quand même bien vraiment un levier d'action facile que tout le monde peut faire, que l'on soit étudiant, salarié, peu importe, c'est limiter le gaspillage papier. Donc j'ai remis quelques bonnes pratiques que tout le monde connaît. Donc déjà la première question, c'est de se demander si imprimer c'est vraiment nécessaire, basique. Imprimer en recto verso. Donc pareil, toutes les imprimantes le font. Alors ce qui est bien en entreprise, des fois, c'est de le paramétrer aussi directement sur l'imprimante. Comme ça, ça sort en automatique. Plusieurs pages par feuille, pareil, c'est des trucs évidents, mais on ne le fait pas forcément tout le temps. Et l'idée, c'est de le mettre en paramétrage automatique, comme ça, on ne se pose pas la question. Imprimer sur du papier recyclé et labellisé. Les gens avec qui je travaille aujourd'hui dans les entreprises, souvent je vois ce frein, notamment quand il y a des documents à rendre aux clients en se disant on ne peut pas donner du papier recyclé parce que c'est pas propre, parce que c'est pas blanc, parce que ça fait pas joli. Finalement, imprimer sur du papier recyclé et donner des choses en papier recyclé, c'est vraiment une action pour l'environnement et je pense vraiment, alors là c'est mon avis personnel, mais qu'aujourd'hui, il faut le faire et il faut passer au-dessus de c'est pas blanc, c'est pas joli. Donc c'est quelque chose qui est facile à faire et pareil dans vos organisations, c'est quelque chose que vous pouvez aussi proposer. Remplacer le papier qui est bien plan dans les imprimantes par du papier recyclé. Le deuxième pilier, ça va être allonger la durée de vie des objets. Donc là, pareil, j'ai mis un chiffre. La fabrication d'un ordinateur, alors je ne sais pas, ça pèse quoi un ordinateur, 1 kg, 1,5 kg, utilise 2,40 kg de combustible fossile, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonnes d'eau. Donc c'est... 240, oui, 2,4, ça ne serait pas beaucoup. 240, donc, combustible fossile, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonnes d'eau.
Et de manière générale, ce qu'il faut bien garder en tête, notamment avec tous les produits électroniques, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, en fait, c'est que la partie la plus polluante du cycle, de vie de ces appareils, c'est vraiment la partie fabrication. Donc le fait d'allonger la durée de vie des objets, notamment électroniques, c'est vraiment un moyen d'émettre moins de CO2, de réduire toutes les pollutions qu'on peut faire, parce que l'usage qu'on utilise, en fait, c'est très peu polluant, quelque part, d'une certaine manière. Donc ça, c'est quelque chose de très facile à faire, donc allonger la durée de vie de tout ce qui est son matériel. Alors pareil, j'ai remis peut-être des basiques, mais ça fait du bien des fois de se les remettre. Déjà prendre soin de son matériel, le protéger. Dans les entreprises, les services informatiques ne le proposent pas forcément, mais demandez bien une coque de protection, une vitre de protection, pour éviter, tout simplement, quand vous le faites tomber, de les casser. Il faut savoir aussi que vous pouvez aussi réparer votre smartphone. En fait, c'est assez facile à faire, donc on le pratique beaucoup à la maison. Et alors je ne l'ai pas mis comme bonne pratique, mais j'y pense là. Typiquement, changer une vitre, il y a plein de petites manips qui sont hyper faciles à faire. En fait, vous allez sur YouTube, vous cherchez des tutos, et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul. Vos anciens appareils, souvent, on a tendance à le laisser dormir dans son tiroir, dans son placard, et vitam aeternam. Et là, c'est pareil, pensez à le donner. Il y a beaucoup d'associations en fait, qui font du recyclage de téléphones et qui les récupèrent, qui les reconditionnent et les redonnent. Il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui les proposent à leurs salariés. Une fois qu'ils arrivent, une fois qu'ils sont un peu, on va dire, obsolètes, entre guillemets, pour le monde professionnel. Et le dernier point, vraiment penser reconditionner pour les nouveaux achats. Alors on le fait beaucoup à titre individuel. Et je pense que c'est quelque chose qui vient beaucoup aussi. Alors moi, c'est mes enfants qui sont ici, qui ont vraiment poussé en fait à faire ces achats reconditionnés, parce que moi, la première, j'avais pas forcément ce réflexe. Donc penser reconditionner, et même en entreprise, finalement, pourquoi acheter toujours du neuf et pas du reconditionné? Donc le reconditionné, c'est vraiment important par rapport à ce que j'ai dit avant. Le fait que la chose qui est la plus impactante au niveau environnemental pour tous les objets électroniques, c'est la fabrication. Donc le fait de reconditionner, c'est-à-dire reconditionner, si vous ne connaissez pas ce terme, c'est remettre à neuf. En fait, il y a des professionnels qui reprennent le matériel, donc ce n'est pas de la seconde main, c'est différent. Il y a des professionnels qui reprennent le matériel et qui réparent ce qui est cassé, qui le remettent en état neuf et le remettent du coup sur le marché. Donc ça, c'est vraiment une manière, pareil, c'est quelque chose de simple à faire. Et là, c'est une démarche d'économie circulaire. Troisième action, donc c'est l'éco-conception, éco-concevoir les choses. Mais je ne pensais pas que c'était autant répandu. Et c'est vraiment quelque chose qui commence à émerger dans les entreprises. Et du coup, l'éco-conception, en fait, c'est quoi son objectif? Ça va vraiment être d'avoir une vision, d'anticiper les choses et d'être vraiment dans le préventif. Donc avant même en fait du coup que le produit soit construit, et c'est valable pour des services aussi, pas que des objets, des biens physiques, c'est de réfléchir dès le début à l'impact du produit en fait tout au long de son cycle de vie. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, l'extraction des matières premières, la production, distribution et utilisation fin de vie. Donc, j'ai mis quelques bonnes pratiques. Alors là, j'ai fait vraiment les bonnes pratiques que j'ai écrites, c'est focus là, plus tout ce qui est un produit physique. Après, je vous donnerai quelques exemples à l'oral, typiquement pour une application mobile. Qu'est-ce que ça veut dire éco-conçu? Parce que dans mon cas, du coup, c'est quand même un sujet que j'ai beaucoup travaillé avec le développeur avec qui je travaille. Dans le cas d'un produit physique, ça va être par exemple privilégier les matières recyclables. Donc quand il y a les choix de matières, se poser la question quelles matières on va utiliser, où on va aller les chercher aussi. Donc c'est favoriser le local, optimiser les emballages. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient à la fin. Et typiquement, quand on est en bureau d'études, moi qui ai travaillé longtemps, on ne réfléchit pas forcément en fait comment va être emballé le produit final. Est-ce qu'on peut l'optimiser? Est-ce qu'on peut diminuer la boîte en carton qui va être utilisée à la fin? Est-ce que la boîte en carton va être recyclée? Qui va s'en occuper? Qui va la récupérer?
optimiser la logistique client. On a vu que toute la partie transport, c'était aussi quelque chose qui était très, on ne voit pas là, mais très impactant. Donc, pareil, quand on réfléchit, quand on éco-conçoit un produit, on va réfléchir vraiment en amont à tous ces flux en fait, de matière qu'il va y avoir pour les réduire. Minimiser la consommation d'énergie en point de vente, par exemple, si c'est un produit qui est vendu typiquement en magasin, peut-être se poser la question comment réduire la consommation d'énergie et aussi anticiper la fin de vie. Une fois que le produit est cassé, qu'est-ce qu'on en fait? Comment il est récupéré? Comment il est recyclé? Comment on récupère les pièces détachées? Donc ça, c'est quelques exemples, mais l'éco-conception, donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment quelque chose qui se pense en amont et c'est vraiment quelque chose aussi qui implique tous les métiers. Donc on peut se dire que c'est que quelque chose qui se fait en bureau d'études, mais non. Et c'est ça que je trouve génial avec l'éco-conception, c'est que ça permet vraiment d'avoir un nouveau regard sur les produits en impliquant tous les métiers, que ce soit le marketing, les achats, la logistique, peu importe, mais relier quand même tous les métiers à l'intérieur. Alors à l'intérieur d'une entreprise, alors pour les applications mobiles, comme on a fait aujourd'hui, typiquement dans le cas de l'application qu'on a développée chez Bonagive, on va regarder des choses comme le parcours utilisateur pour qu'il soit le plus rapide possible pour accéder à des fonctionnalités. Ce qui fait qu'après, du coup, ça va faire moins de pollution quelque part ou d'empreinte pollution numérique derrière. Il y a des règles de codage, typiquement au niveau des développements, qui vont faire qu'on va limiter les allers-retours avec les serveurs. Donc ça, pareil, en fait, dès qu'on code, il faut penser à ça. On va compresser les images, on va stocker aussi le plus possible en local sur des serveurs locaux le plus possible. On peut aussi choisir, quand on choisit un serveur, typiquement on regarde est-ce qu'il est éco-responsable ou pas. Donc il y a plein de normes qui définissent ça, mais c'est des questions en fait qu'on se pose à l'avance, parce qu'une fois que c'est lancé, après on ne peut plus changer. Et pour la partie service, alors je voulais vous donner des exemples. J'ai pas mal fouillé sur Internet, mais il y a beaucoup moins de standards que pour toute la partie produits physiques et produits numériques. J'ai trouvé un exemple, en fait, c'est quelque chose qui est proposé par la CAMIF qui s'appelle consolocalisation, où c'est le consommateur qui choisit son produit en fonction du lieu de production. Donc j'ai trouvé un exemple en fait dans cette notion de service où c'était vraiment quand on achète le produit, on regarde où il est fabriqué et on le choisit en fonction de ça par rapport au lieu où on habite. Alors là, on va aborder une notion que peut-être vous ne connaissez pas, en tout cas vous ne le savez pas, mais vous la pratiquez en fait tous les jours. C'est ce qui s'appelle l'économie de fonctionnalité. Alors pour faire court, l'économie de fonctionnalité revient à dire qu'on va privilégier l'usage d'un produit plutôt que sa propriété. Donc en gros, on va louer plutôt qu'acheter, pour faire très bref. Et là, je vais lire quand même la définition que j'ai trouvée. L'économie de fonctionnalité est un nouveau modèle économique orienté vers le service, dont le but est d'apporter du coup des effets utiles, des bénéfices aux clients, plutôt que de vendre en volume des biens matériels. Alors, en fait, on ne connaît pas ce nom économie de fonctionnalité, mais en fait, elle se développe de plus en plus. Et alors, personnellement, je trouve que c'est un sujet hyper passionnant, parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont en train, justement, de muter, de proposer un produit à un service, donc à vendre un usage et non pas le produit. Et là, on est vraiment au cœur de l'économie circulaire. Et ça, c'est un truc incroyable de mon point de vue. Et il y a plein de choses à inventer. Donc dans les exemples qu'on a autour de nous de l'économie fonctionnalité, qu'est-ce que j'ai mis quand on téléphone, quand on se prépare un café quand on va prendre un café au distributeur à la machine, en fait c'est souvent des entreprises qui louent les machines et du coup elles s'occupent de la réparation, de la maintenance. Quand on lit un livre qu'on prend sur une liseuse, typiquement, en fait on n'achète plus le livre, on achète l'usage du livre. Donc ça c'est de l'économie de fonctionnalité. Quand on télécharge de la musique sur une plateforme
quiconque sait de l'économie de fonctionnalité, c'est pareil, on n'achète plus le CD, on achète finalement l'usage, le fait d'écouter la musique. Et des fois, enfin, souvent en entreprise, on entend parler du terme de SaaS, une solution SaaS. En fait, SaaS, ça veut dire Software as a Service. Donc, c'est de l'économie de fonctionnalité, tout simplement. Et je trouve que c'est pas que je trouve, ce système d'économie, en fait, il est hyper intéressant parce que si vous vous rappelez du coup ce truc linéaire là d'aller extraire, fabriquer, consommer et puis après la fin de vie, et ben comme l'objet en fait on le réutilise, enfin tout le temps, il est loué. Du coup, on évite d'aller extraire les ressources naturelles. En fait, on enlève tous les problèmes de cette consommation linéaire. On ne refabrique pas les objets. Et généralement, les fabricants, quand ils proposent ou quand nous-mêmes on loue un objet, souvent, c'est des objets en fait, qui sont de meilleure qualité. C'est des objets qui ont été conçus en fait, pour durer. La grosse différence, en fait, c'est qu'on ne va pas concevoir des objets dont le but, ça va être d'être quelque part tombé en panne le plus rapidement pour en racheter un après. L'idée, elle est inverse, en fait, c'est de concevoir des produits qui vont durer le plus longtemps possible, qui vont être réparables, du coup, qui vont être meilleure qualité. Au niveau des fabricants, il y a plein d'avantages aussi. Ça va limiter les stocks. Du coup, ça fait aussi moins de mètres carrés au final dans les entrepôts. Ça va fidéliser les clients parce que généralement on vend des abonnements et pas un produit. Donc d'un point de vue purement business model, en fait c'est hyper intéressant pour les entreprises, c'est-à-dire qu'on a vraiment une vue long terme. Ça va augmenter aussi la résilience des entreprises parce que du coup plus on a une vue long terme et moins on est court terme à vendre des produits. Donc il y a cette notion de résilience, on favorise la durée de vie des biens, on réduit aussi l'empreinte carbone finalement sans rien faire. Parce que du coup, on ne refait pas les produits. Mais dans l'économie de fonctionnalité, ce n'est pas forcément que des services numériques. Par exemple, dans les exemples, à Lyon, on les connaît bien, les Véloves, c'est ça. C'est les vélos, on y va, on le prend, on le remet à un endroit. Ça, c'est de l'économie de fonctionnalité. Donc, ce n'est pas que numérique, en fait. On peut avoir plein d'autres exemples. Les bonnes pratiques, ça va être louer plutôt que d'acheter un produit bas de gamme. Là, j'ai remis l'exemple des vélos qui se louent de plus en plus. Et puis à Lyon, typiquement, on a les Véloves. Aujourd'hui, on peut louer sa moquette dans les entreprises. Donc les gens peuvent soit la réparer, soit après, quand ils viennent la changer, ils la récupèrent, ils la recyclent. Oui, ça existe. Ouais. En fait, il y a plein de choses. C'est un truc incroyable, l'économie de fonctionnalité, parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont en train d'inventer des nouveaux business models. Et enfin, voilà, si j'étais encore un bureau d'études, je trouve ça absolument génial, tout ce qui est inventé. Alors, les machines à café dans les entreprises, ça existe depuis longtemps. Les bibliothèques, je ne les ai pas mis comme exemple, mais pareil, c'est de l'économie de fonctionnalité qui existe depuis très très longtemps. Ça peut être de l'autopartage, vélo-partage. J'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, typiquement dans des copropriétés. Pourquoi on ne ferait pas de l'autopartage plutôt que chacun ait sa propre voiture ? Alors en entreprise, ça se développe. Souvent, c'est des flottes de véhicules partagés et les gens les réservent quand ils en ont besoin. Donc voilà, et là, il y a vraiment, je pense que ça peut toutes et tous vous concerner de réfléchir. Alors, peu importe votre poste, ça peut être aussi proposer des idées, mais comment passer de se vendre, enfin, finalement, c'est un changement de paradigme, de vendre non plus un bien, mais l'usage du bien avec un service associé, du coup, pour le consommateur, qui va être plus important que d'acheter juste un bien. Et la dernière pilier, en tout cas thématique, sur lequel, pareil, on peut faire beaucoup de choses. Alors, je l'ai mis « Tout se transforme ». Et je l'ai mis en dernier parce que je pense qu'individuellement parlant, c'est vraiment quelque chose où on peut tous les jours, en fait, tout le temps réfléchir, à chaque fois qu'on met quelque chose à la poubelle, se dire « Ok, c'est un déchet, mais non, c'est une ressource ». Et si vous commencez à réfléchir comme ça, vous allez voir, en fait, c'est incroyable parce qu'il y a plein de choses qu'on met machinalement à la poubelle. Et finalement, quand on y réfléchit, on se dit, non, on pourrait en faire quelque chose. Alors moi, de manière personnelle, pour la petite histoire, j'ai commencé à l'appliquer dans mon jardin, parce que voilà, je suis fan de jardin, et avant, on amenait pas mal de choses à la déchetterie. Et j'avais lu un livre sur la permaculture, pareil, parce que c'est aussi un des piliers de la permaculture, de jamais finalement sortir quelque chose, en fait, toujours le considérer comme une ressource. Et depuis que je me suis mis à réfléchir comme ça, du coup, il n'y a plus rien qui sort, c'est-à-dire que tout ce qui est coupé, j'en fais du paillage, et voilà.
si ça vous amuse, réfléchissez à chaque fois que vous mettez quelque chose à la poubelle, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ce n'est pas un déchet, c'est une ressource. Et pareil, c'est vraiment un changement d'état d'esprit et de façon de penser. Donc, c'est au final créer, voilà, j'ai écrit des écosystèmes qui peuvent être entre des entreprises, qui peuvent être entre des services à l'intérieur d'une entreprise, qui peuvent être aussi entre salariés. Et le but, voilà, c'est ça, de ne jamais avoir de ressources, de déchets, mais de se dire, il pourrait servir à quelqu'un d'autre. Donc, dans les exemples que j'ai mis, ah oui, il y en a un que j'ai écrit là, je l'avais entendu lors d'une conférence et j'avais trouvé ça génial. C'était une opticienne qui avait du coup un magasin où elle vendait des lunettes. Et en fait, sur ces lunettes, elle avait quand elle les recevait, pour pas que les lunettes soient abîmées, elle avait un espèce de petit truc en plastique qui protégeait les branches des lunettes. Et en fait, elle avait fait un partenariat avec la coiffeuse d'à côté du village, parce que la coiffeuse, quand elle faisait les teintures des gens, enfin des femmes ou des hommes, en fait, souvent, il fallait qu'elle protège les lunettes. Et du coup, elle récupérait ces petits trucs en plastique là qu'elle met sur les branches. Donc, l'opticienne donnait ces petits bouts en plastique que la coiffeuse mettait sur les branches des lunettes des clientes. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'on n'y pense pas forcément et on est vraiment dans cette idée. Avant, l'opticienne mettait à la poubelle ces petits bouts de plastique et maintenant, elle les donnait à la coiffeuse. Et du coup, au final, les clientes étaient contentes parce que leurs lunettes n'étaient pas salies par tous les produits de teinture. Donc ça, j'avais trouvé que c'était un exemple super bien. Dans ce que vous pouvez faire, du coup, vous, à votre niveau, voilà, selon la taille des entreprises, c'est aussi créer des partenariats avec les entreprises d'à côté. Et puis voilà, peut-être que ça se fait beaucoup aujourd'hui, des déchets typiquement industriels qui peuvent être réutilisés par d'autres entreprises. Ça va être de... C'est bon ? Ça va être de valoriser... alors, j'ai mis valoriser les biodéchets. Si vous buvez du café, qu'il y a du marc de café, vous le mettez au pied des plantes vertes. En fait, c'est génial. Ça fait de l'engrais. Donc voilà, il ne faut pas le jeter à la poubelle. Vous le mettez juste au pied des plantes vertes. Ça, c'est facile à faire. Un autre exemple, voilà, c'est pareil, c'est quelqu'un que je connais. C'est une entreprise qui s'appelle Robur. En fait, ils font des vêtements pour les professionnels, typiquement tout ce qui est l'hôtellerie. Donc les gens qui vont travailler dans les cuisines, dans les hôtels. Et alors, je crois qu'ils ont, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais du genre 6 000 ou 8 000 vêtements en fait qui ont qui ne peuvent pas les vendre parce qu'ils ont un petit problème, je ne sais pas, de couture, peu importe, ou la couleur qui n'est pas bonne. Et du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, la dirigeante du coup de cette entreprise-là, elle a créé une association pour donner tous ces rebuts à une association, à des associations qui vont les donner à des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui du coup en fait n'ont pas forcément l'argent et les moyens de s'acheter des habits. Donc là c'est génial parce que finalement ce qui était des déchets, et avant ils les détruisaient tout simplement, maintenant ça est donné à des gens et ça va, du coup ça a un impact social fort parce que ça va permettre à des gens qui sont en réinsertion professionnelle d'avoir des habits de bonne qualité. Donc voilà, proposez vos rebuts à des associations locales parce qu'on peut être étonné de voilà, tout ce qui peut être réutilisé. Puis voilà, je l'ai mis, alors les gens mes enfants me font rire parce que dans les vidéos YouTube, on met, je fais une annonce pour moi-même, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais voilà, donner et prêter entre collègues, voilà, tout ce qui n'est pas utilisé, voilà, qu'il soit personnel ou professionnel. Et dans les choses professionnelles, je vais vous donner comme exemple, là je discutais avec quelqu'un du CEA, là ils sont vraiment en train ils commencent juste à se dire qu'ils ont tous, il y a plein de services, des appareils de mesure en fait qui sont super chers. Donc c'est des appareils qui valent plusieurs milliers d'euros. Et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois, ils rachetaient leur appareil de mesure, alors que celui du voisin d'à côté, il en avait peut-être un dans son placard. Donc ils sont en train de mettre en place ce système de mutualisation de matériel à l'intérieur d'une même. Voilà, c'est le CEA, pas forcément une entreprise, mais donc voilà, si ça peut vous donner des idées aussi de partage de matériel au sein de votre organisation. Donc, pour résumer, 5 choses à retenir. La première, limiter le gaspillage. La deuxième, allonger la durée de vie.
La troisième, éco-concevoir. Éco-concevoir. La quatrième, ce qu'on a parlé, l'économie de fonctionnalité, privilégier l'usage à la propriété. Et enfin, le dernier, et de mon point de vue vraiment le plus important, c'est toujours considérer un déchet comme une ressource et éliminer de nos têtes cette notion de déchet. Avant de partir, donc tous les remerciements, déjà vraiment à vous toutes et tous. Enfin, franchement, j'étais ravie d'être là. C'était une conférence super interactive. J'ai appris plein de choses. Donc merci pour votre présence et votre envie d'agir. Merci du coup à Francesca, Camille, Agnès, Patrice du coup de la chaire ingénieur INSA et philosophe en action, sans qui cette conférence n'aurait pas eu lieu, ou en tout cas elle ne se serait pas tenue ici. Merci à Clara qui travaille avec moi aujourd'hui pour la partie communication. Merci Pascal qui m'a vraiment aidé à co-créer la conférence et voilà, qui est ceinture noire du caout. Et heureusement que tu étais là ce soir. Merci Pascal. Et aussi qui est un coach commercial et qui m'accompagne sur la partie commerciale. Voilà, aussi, je lui fais aussi un peu de pub entre guillemets si vous avez besoin de vous faire accompagner. Il est génial. David Arnaud, donc mon mari, pour ses talents de photographe, donc qui est aussi insalien. On s'est rencontrés ici, donc il est là ici ce soir. Merci David. Et pour finir, vraiment un grand merci à Maxine et Aurel. Donc Aurel mon fils et Maxine ma fille, pour l'aide tout simplement apportée à leur maman. Et voilà, au-delà de la conférence, cette entreprise Bonagive, c'est vraiment voilà, une aventure familiale qu'on partage tous les quatre. Et voilà, je vous remercie. Voilà, je suis toute émue. Donc l'action est entre vos mains, ça sera le mot de la fin. Comme je dis toujours, l'économie circulaire, c'est un état d'esprit. Donc aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui à votre niveau? C'est être des ambassadeurs de l'économie circulaire, voilà, repartir avec des clés d'action. Et si vous avez envie de propager du coup le concept Bonagive dans votre entreprise, parlez-en autour de vous, à vos collègues, voisins. Voilà, toutes mes coordonnées sont sur les réseaux sociaux et Internet. Donc merci à toutes et tous. Merci à toi.